Oh, dropkick, coup de la corde à linge. Oh là là, on n'a pas brisé le kayfabe. Vous ne comprenez rien ? Eh ben, rejoignez Catchacast pour découvrir ou approfondir votre amour du catch. Monde du catch mainstream, catch indé, de la lucha libre et autres puroresu japonais. Ah, c'est parti. John, à Battleground, je te promets une chose. C'est que je vais te battre et devenir le nouveau champion. But I know you people don't understand. Wakaranai daro. Cette superbe envoi par-dessus la troisième corde de Jordan Philippe. Parce que ça va vite, ça va très vite. On est là tous les deux. Ah oui. Ce qui est passé par-dessus la troisième corde. C'est pas tout, regardez. Dive. Oh, ça. Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau numéro de Catchacast. Petit numéro, on continue la tradition des résultats de show, de PPV, de pay-per-view. Et en l'occurrence, cette fois-ci, après le retour sur le G1 Climax, on va revenir sur un show beaucoup plus récent que vous aurez dans vos oreilles, parce que le G1 Climax, c'est un petit peu le bilan de l'été, quoi. Vous recommencez doucement et bim, on arrive avec un récap de longue haleine. Et là, on va peut-être faire un peu plus court. Et en parlant de faire plus court, bon, ça dépend de avec qui je serai. Je suis avec Félix. Coucou. Coucou. Tu vas bien ? Ça va. Ouais, un peu mieux que le show qu'on vient de voir. J'avoue, on vient de sortir de All Out et voilà, on est un peu éreintés tous les deux, mais on va vous expliquer pourquoi. Ouais, on va essayer de faire ça. On va toujours dans la joie et la bonne humeur et l'alternance entre le troll et un minimum de sens critique, comme dirait un certain site. Alors, All Out, c'est quoi pour ceux qui débarqueraient ? Donc, c'est si on compte pas le partenariat avec la CEO, c'est le troisième show de la AEW, donc qui est cette fédération dont la création ligne éditoriale artistique est chapeautée donc par nos amis de The Elite, Cody de Nightmare Road, Brandy, Sacha Rétendre, Kenny Omega, les Young Bucks, et voilà, et c'est déjà pas mal. Et en l'occurrence, on a eu le tout premier qui était... Alors sans compter All In qui était l'an dernier. Voilà, All In, c'était vraiment le premier l'an dernier. Sous l'étiquette All Elite Wrestling, il y avait Double or Nothing. Voilà, c'est ça. Après, il y a eu Fighter Fest, donc le partenariat avec la CEO, le festival de jeux vidéo combat. Très bien, tu précises. Et puis après, il y a eu le show caritatif Fight for the Fallen. Voilà. Et puis là, All Out, pour être le dernier gros show avant les débuts à la télévision. Et ça, c'est important, parce qu'on va revenir sur ce point-là qui, pour nous, je pense que ça doit commencer à s'entendre dès le début et pas très, très, très rassurant. On va faire, de toute façon, progressivement la carte et puis on vous distillera ce qu'on en pense par rapport à ça. Deux premiers shows de pré-show, on va dire. Battle Royale féminin. Donc, Casino Battle Royale. Casino Battle Royale. Donc, intéressant, on va dire, sur le papier, dans le sens où les Battle Royale féminins sont pas légion, mais dans l'exécution, très beau. Dans le sens où, on a gardé les mêmes travers, on a quasiment les mêmes réactions que quand on a regardé le Battle Royale de Double or Nothing, qui est que la venue simultanée de plusieurs catcheurs, simultanée de plusieurs catcheurs est très mal exécutée à la AEW. Ça veut pas dire qu'en soi c'est une mauvaise chose, et je te laisse prendre le relais là-dessus parce que t'as pas mal détaillé. Leur pari à la AEW, c'est pendant une Battle Royale, c'est de pas te faire venir comme classiquement un catcheur l'un après l'autre, chacun son tour. C'est de faire des petits groupes de 5 et de les envoyer par paquet. C'est ça. Sauf que tous ces personnages, donc parmi eux des surprises ou des noms connus, ils arrivent tous en même temps, donc il n'y a pas vraiment de spotlight qui est mis sur une catcheuse, parce que là c'était que des catcheuses en l'occurrence.
Il n'y a pas spécialement de thématique non plus qui les rassemble, il n'y a pas d'idée de feu à venir. Il y a un petit rassemblement très très aléatoire. Sauf à la fin, finalement, où le dernier groupe était un peu des catcheuses plus connues, genre Ivelisse. Ouais, ça j'étais content de l'avoir. Il y avait Bea Priestley, etc. Quoi. Donc, et puis c'est difficile aussi au niveau production. Parce que non seulement c'est une Battle Royale, donc il faut fixer plein de gens en même temps au niveau montage et compagnie. Mais alors quand il y a un groupe, pour montrer toutes les têtes du groupe qui viennent d'arriver, je trouve ça encore plus galère. Hein, donc il se tire une balle dans le pied, je trouve, pour ce genre de concept. Complètement, et puis tu pointes un autre détail sur lequel on reviendra, je pense encore, la caméra, quoi. C'est chaud en niveau réel. J'ai l'impression qu'il y a eu des petits progrès. Ouais. Par rapport à Double or Nothing, par exemple. C'est plus constant, oui. Mais ça reste encore des écueils. Quand tu vois les mastodontes, vu que, alors on précise pour ceux qui se disent laissez-leur le temps, machin, on part quand même d'un principe très, je dirais très bête et méchant, qui est, on part des déclarations de Cody, parce que c'est un des plus, j'allais dire vocaux, c'est pas français, mais le plus gros porte-parole, on va dire, de la team The Elite, et on essaye de se dire, est-ce que les attentes, on n'est pas là défoncer pour défoncer, on est vraiment dans un truc où on est les premiers à en entendre beaucoup de choses, et on aime bien la plupart de l'équipe créative et au-delà, mais objectivement dans l'exécution, sur cette promesse réelle, on va dire plus sensiblement équivalente au grand, pour en citer que deux, donc la WWE et la NJPW, on est quand même, surtout la NJPW, on est à des années-lumière, quoi. Y a un sacré boulot, clairement. Et puis des trucs quand même impardonnables, du genre une action quand même très centrale, qui est cutée pour une action qui sert à rien, quoi, genre un catcheur ou une catcheuse aux abords du ring qui est en train d'avoir mal et qui ne sert absolument pas à la tension dramatique. Donc là, il y a beaucoup de boulot à faire. Sur le Royal Rumble en tant que tel, qu'est-ce que tu retiens cette version du Royal Rumble. Bah, pas grand-chose, honnêtement. C'était sympa de voir... par comme d'hab, Mercedes Martinez, par exemple, à la fin, elle avait un beau spotlight, parce que c'est quand même une catcheuse assez expérimenté, on va dire, et qui mériterait d'avoir plus de chance. Tout à fait. Parce qu'elle a été pas mal au Mae Young classique à la WWE, mais après ça s'est arrêté là. Donc j'espère que ça ira un peu plus loin pour elle. Et puis c'était un beau spotlight aussi pour Nyla Rose, qui a remporté le match. Et puis ça peut augurer de bonnes choses sur le fait qu'on peut avoir quand même pas mal de talent dans cette division féminine qui partait pas forcément super bien. Il y avait des bonnes choses, mais c'était très limité. C'était pas du niveau de la division féminine de la WWE, par exemple. Mais à part ça, voilà, quoi. Soit trop isolé, soit encore doit faire ses preuves très fortement. Je pense à Ali, donc Ali Wrestling de son complet, et sa sosie là, donc Britt Baker. Pour l'instant, on attend toujours, quoi, au niveau de l'exécution et compagnie. Soit les spots sont pas là, soit quand elles ont un spot, c'est pas foufou. Bon, tu me diras, Ali, le premier gros spot qu'elle a eu, c'était la fois précédente, et c'était face à Brandy. Voilà. Brandy, c'est pas au secours, quoi. C'est pas le meilleur. Hein. Oui, et puis en plus avec la restriction, enfin l'aide de Awesome Kong aux abords du ring, enfin voilà, c'était très mal maîtrisé. Bref, et oui. C'est vrai que je l'ai oublié, malheureusement. Brandy était, je ne comprends pas pour qu'est-ce qu'elle venait foutre là. Elle était dans... Je pense qu'elle essaye encore et toujours d'être un peu catcheuse parmi ce groupe-là qui sont à la fois des exécutifs, des producteurs, mais aussi des catcheurs. Et elle a envie aussi d'essayer de se donner un peu à fond comme eux. Mais clairement, elle n'est pas au même niveau que même qu'une Britt Baker ou qu'une Nyla Rose. Donc... c'est gentillet, et je trouve que l'association Brandy Awesome Kong peut être pas mal, parce que si elle devient sa manager, ça peut un peu l'écarter tout en lui donnant un rôle actif. Une petite Inception inversée pour ceux qui auront vu Glow. Ouais, c'est ça, c'est un peu ça. Mais au-delà de ça, faudrait qu'elle reste un peu à l'écart, quoi. Ouais. Le pire, encore une fois, on s'appuie vraiment sur les déclarations de l'équipe créative. Elle avait dit elle-même lors du match contre Ali,
ou alors c'est moi qui ai yo-yoté, que c'était vraiment exceptionnel et que c'était genre pour la tester. C'était un truc du genre, je viens prendre la température, mais c'est vraiment exceptionnel. Sous-entendu, si on suit vraiment la guéguerre et les parallèles de ce qu'ils reprochent et ce que les fans reprochent à la WWE, je vais pas vous faire une Stephanie McMahon. Je vais pas venir en mode équipe productive qui sait pas spécialement catcher, voire pas du tout, et qui vient se mêler aux professionnels. Bref, donc à suivre. Seul truc intéressant, on y reviendra après pour le match Joshi, donc des catcheurs japonais. Il y a un lien, il y a une forme de lien. C'est le seul truc de la soirée d'ailleurs où il y a un lien cohérent. Oui, parce on y reviendra pour après. Remettre dans le contexte, même si c'était vachement mal expliqué, je trouve, pendant le pay-per-view. C'était que la gagnante de cette Battle Royale, donc Nyla Rose, serait la première en lice pour concourir au championnat féminin de l'AEW, et la gagnante ensuite du combat solo entre les deux japonaises Joshi, serait son adversaire. Voilà. Donc on y reviendra juste après. Pas très clair, quoi. Non, mais malheureusement, globalement, jusqu'ici, au niveau AEW, même si tu es fan de catch de base, il n'y a rien de vraiment clair sur des annonces quand même fondamentales qui sont des attributions de titres, qui sont des on va dire des rendez-vous pour un prochain show. Donc t'imagines, tu débarques en mode catch. Oui, par exemple, rappelle-toi un peu le big reveal de la ceinture féminine. Oui. C'était un peu sur un plan cuté dégueulasse. On a un gros plan de la ceinture dans une cage de verre. Avec en plus mal calé au niveau de sa disposition, parce que les lumières éclairées, on sait très bien que dès que vous filmez un écran, même si vous êtes pas vidéaste ou quoi que ce soit, les reflets, tu vois rien, quoi. Donc et puis déjà, il y a plein de trucs, c'est hallucinant, tape sur les doigts, mais pour ceux qui ont regardé, le reveal de la ceinture des champions par Bret Hart à l'époque, où il y avait que des cuts dégueulasses, où on n'a quasiment pas vu le design. Ceinture. Moi j'ai eu besoin d'aller sur Twitter pour voir une photo nette. Ils l'ont dit après qu'ils avaient merdé, et après ils avaient fait plein d'images super belles de la ceinture, mais c'est un peu ça. J'avais vu la conf de Cody là, pendant le Starrcast, donc tout le festival qui est autour du show, et il disait que en fait ils vont enchaîner des erreurs. Il parlait de la bibliothécaire qui était dans le match d'ailleurs, qu'on n'a pas beaucoup vu d'ailleurs. Parce que ça c'était un des premiers trucs sur lesquels les fans ont chié, quoi, parce que c'était vraiment débile et c'est pas ce qu'ils attendaient, quoi. Et surtout qu'elle catchait mal, quoi. En plus. C'est malheureusement, alors qu'objectivement sur les autres matchs que j'ai pu voir d'elle, ça allait, quoi. Sur son personnage. Mais bon. Mais après, c'est vrai que jusque-là, ça restait pas une catcheuse très très régulière. C'était plus alors peut-être pas une weekender, on va dire, ou une roadie. Son truc, c'est plus les gimmicks et jouer avec le public, quoi. Oui, mais bon, bref. Et là, c'était too much. On verra bien, mais c'est vrai que ça fait quand même pas mal d'erreurs enchaînées. Moi, ma grosse crainte, et j'arrête les parallèles là pour l'instant, c'est que à force de charger la mule sur tous les fronts au niveau com, parce qu'il faut, pour ceux qui suivent pas à côté, qui regardent uniquement les shows, vous avez la chaîne de All Nightmare Cody, vous avez la chaîne d'E-Elite qui continue et qui maintenant est devenue focalisée sur la promo, c'est logique, de la EW, vous avez tous les à côté, et je pense qu'ils se dispersent. Ils se dispersent et ils devraient se concentrer pour avoir déjà un show irréprochable et progressivement rajouter des featurettes promo, quoi. Ouais, et puis en plus, on revient toujours aux promesses de départ qu'ils assument jusque-là, alors que elles sont pas totalement tenues sur on va présenter un produit vachement sportif, vachement réaliste, avec des stats, genre la News Japan, mais plus. Et Total, les pauvres stats de victoire-défaite, on les a eu que sur ce show-là, et elles ont importé 0, quoi. Mais après, donc, là-dessus, à je voir pense comment ça va être à la télévision. Je pense qu'on est un peu dur, mais ils ont tenté ça. C'est un des trucs positifs. C'est vrai qu'on est vachement exigeant, mais en même temps, c'est la promesse du truc qui demande cette exigence, parce que il y a du budget, parce qu'il y a beaucoup d'attentes, parce que là-dessus, je les sabrerais moins que toi. Ils ont au moins le mérite d'avoir ce petit truc au niveau de l'habillage. Les effets d'annonce et machin, c'est amélioré, c'est propre.
Rome ne s'est voilà. pas faite en un jour, comme Non. diraient les vieux. Non, mais il y a une nette amélioration aussi des Titantron, donc les écrans de présentation des personnages. Tu sens qu'ils ont mis les moyens. Et encore une fois, malheureusement, même sur ce côté positif, on peut pas s'empêcher de rager, parce que je t'ai vu notamment pour ton chouchou, ton trio chouchou qui est le Jurassic Express où on commence avec une super intro référence Jurassic Park à fond les ballons, et puis au moment où on est à fond dans le Titantron, ils coupent et ils reviennent sur la scène, mais où les catcheurs sont arrivés depuis 30 secondes, voilà, tu loupes leur vraie entrée de base. Il y a des gros soucis de timing encore. Bon. En fait, c'est très disparate, je trouve. On en reparlera peut-être plus tard, mais juste pour fermer la parenthèse, c'est très disparate parce que par exemple, pour ce genre d'acte, comme on dit dans le jargon, bah c'est fait un peu à la va-vite, alors que quand tu vois une entrée pour Cody et Shawn Spears, son adversaire dans la soirée, c'était vachement plus timé, vachement plus travaillé. On sent qu'ils ont vraiment répété le truc pour être parfait. Mais il n'y avait pas de Titantron. Justement. Oui, c'était pas le truc, mais il y avait quand même tout ce travail sur la production qu'il n'y avait pas sur les autres. Ouais, mais c'est intéressant quand on reviendra au match de Cody et de Spears. Ce que tu viens de dire, c'est vrai que j'avais pas forcément pensé à ça. On enchaîne avec le deuxième match donc du pré-show, kick-off. Yes. Donc c'était les parties, la fête privée. La fête privée, private party, excuse-moi, et donc effectivement Jack Evans et Angelico. Qu'est-ce que je voulais dire, moi honnêtement, c'est un des meilleurs moments de la soirée. Franchement. Parce que c'était facile à digérer. Exactement. Pas de prise de tête. Pas trop long. Littéralement, pas de prise de tête d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Le lancement des deux, on parlait de Titantron, est relativement bien exécuté. Leur entrée, le catch en soi. Des moments rigolos, les deux équipes assurent très bien niveau voltige, mais sans que ça soit, on y reviendra après, dans les longueurs extrêmes avec nos amis Young Bucks et les Lucha Bros. Yes. Non, franchement, pas grand chose à dire. On a même eu le droit à un petit post-match un peu intéressant où, oui, tout à fait. Suite à la victoire des jeunes Private Party. Angelico avec un final, mais le combo de Huracan Rana. Regardez, avec... ça vaut le coup rien pour le finish. J'avais peur du botch, mais ils ont bien assuré. Et on pense à toi, Mickaël, pour les botches. Et finalement, donc serrage de main, etc. Le truc classique, super exploité jusqu'à l'os. Là, ça commence à m'énerver. Et ils m'ont prouvé que j'avais raison en organisant un heel turn. Donc Angelico et Jack Evans se placent comme des heels de base, et ça peut peut-être lancer une série de matchs entre les deux qui pourrait être sympa. Puis je pense que c'est le mieux à faire, même globalement en tant que heel pour Evans. Et puis là, je crois qu'ils vont démarrer le tournoi pour les nouveaux titres par équipe quand ça va démarrer à la télé en octobre. Donc je pense que ça peut donner des bons trucs. Très bien, très bien. Donc nous arrivons sur les main events dont je vais te laisser, non pas par flemme, mais par souci technique, faire les annonces. Le main show, juste après une petite interview de MJF. Et son qui écharpe. était fixé sur les boobs de l'interview. Ouais, j'ai bien aimé parce que t'as pas tiqué au début. Ouais, moi j'étais sérieux. Hein. Non, mais. Je me demandais, mais qu'est-ce qu'il regarde quoi. Il est super intense. Mon esprit tordu était pas encore enclenché. Non, c'est ça. Bon, après, c'est les trucs. C'était que le début de la soirée. Effectivement. C'est des trucs qu'on regrette, mais après, le personnage est tellement vendu comme ça, comme un neuneu, que bon, là, ça moi, passe ce qui me dérange. Bon, après, c'est la complexité du personnage, on en reparlera plus tard, parce qu'il va avoir un rôle plus tard dans la soirée. C'est que c'est vraiment le heel le plus dégueulasse du monde. Il est capable de se moquer des handicapés et tout ça sans problème. Mais par contre, c'est le meilleur pote de Cody. Et quand il est avec Cody, c'est vraiment perd toute substance. Il devient un babyface total. Alors c'est pas mal, ça ramène des dimensions différentes au personnage. Mais pour un heel aussi virulent, c'est hyper galère pour le public. Il faudrait une vraie narration en fait pour que ça fasse sens. Mais ces alternances là. C'est ce qu'ils essaient de faire tu sais, dans les featurettes entre les shows. Mais... Oui, ça je suis beaucoup moins que toi. C'est galère. Donc, et c'est problématique au niveau du ticket d'entrée, effectivement, là ça passe pas. Typiquement, moi je regarde pas alors que je le connais, que tu m'en parles, et ça passe pas, ça me perd quoi, dans ces moments-là. Donc oui, on parlait effectivement. Donc, premier match, et je avais fait une petite remarque d'ailleurs, au-delà du côté classiquement, entre guillemets, sexiste, mais bon, c'est une partie du personnage, c'est pas pour justifier effectivement le truc, c'est qu'il est neuneux et qui a tous les sens du terme. C'est que je trouve que les annonceurs et les annonceuses sont pas trop tenus
teubé sur les bords, et même si ça reste du catch et globalement il n'y a pas besoin d'un acting de dingue, ça fonctionne bien. Enfin, ça c'est une petite remarque que je me faisais, parce qu'en général les nanas au micro dans la WWE ou même ailleurs, c'est pas folichon, quoi. Tu sens il et elle ont un sens de l'humour quand il y a ces petites séquences, et que voilà. Enfin, c'est plutôt là pour le coup, on a le côté un peu sportif du truc. Oui, c'est vraiment, ils sont sérieux autant au commentaire qu'à l'interview, genre de truc. Y a pas, ça paralyse pas un peu ça parasite pas, pardon, le reste, quoi. Donc ouais. Je te rejoins, et donc on en arrive au match. Donc, match d'ouverture du main show, c'est un match 6-man tag. Donc c'était les Jurassic Express, où j'ai marqué direct quand j'ai vu les dinosaures à l'écran. Et je confirme. Oh là là, super. Non, la petite parodie de Jurassic Park avec le verre d'eau. Forcément. Voilà. Donc la venue de Luchasaurus, mon nouveau catcheur préféré, et ses deux boys. Jungle Boy, et puis Marco Stunt, le plus petit catcheur du monde. Et le meilleur danseur de Fortnite au monde. Aussi. Et puis en face, les petits SCU comme on aime, Christopher Daniels, Scorpio Sky, toujours impeccable. Et Frankie Kazarian. Toujours impeccable. Pareil, pas grand chose à dire. Globalement, bon rythme. Il y a une séquence aussi incroyable avec Luchasaurus qui nous fait un truc à la limite à la Jet Li à un moment, avec où il les contre avant même qu'il place des coups de poing, uniquement avec des kicks. Il en tient un, il met un coup de pied à l'autre. Un chokeslam de ouf. Un backflip impressionnant. Vraiment, il continue. En plus, avec son physique assez atypique, très grand et très baraque. Ouais. C'est vraiment une valeur sûre. Enfin, moi je continue de le suivre de très près depuis que je l'ai découvert. Moi j'espère juste que, parce qu'on le voit sur Being the Elite, avec sa bande un peu chelou de Jungle Boy et compagnie. Jungle Boy qui est muet sur Being the Elite, on sait pas pourquoi. Et Luchasaurus, il a ce gimmick de toujours rappeler qu'il a un master. Ah oui, tu m'as dit. Il met ses lunettes par-dessus son masque et il dit que j'ai un master. Mais genre master ou doctorat? Non, il dit I have a master's degree. Master degree, ouais. Donc c'est un peu bizarre à côté de son personnage de Luchasaurus qui est vraiment incroyable. Ça sort de nulle part. Au moins un PhD, ce serait il est fan de Ross, de Friends. Ouais, il pourrait jouer les paléontologues carrément. Oui, ça aurait plus de cohérence pour le coup. Et il dit je suis le meilleur des deux mondes, des dinosaures et des catcheurs, tu vois. Appelle-nous Cody, on peut t'aider pour le script writing. On est là pour toi, bébé. Et qu'est-ce que je voulais dire? Mais non, globalement ça marche. SCU impeccable, malgré leur jeune âge. Daniel Jurassic, incroyable. Moi, ce que j'ai pas arrêté de te dire pendant le match. Non, pas grand chose à dire. Beau moment, très bien rythmé. C'est dire pour la suite de la soirée. Et j'ai envie de dire déjà, je crois que juste après ça commence, quoi. Et là c'est le drame. Deuxième match. Traditionnellement c'est le moins respecté des matchs de la carte. Ouais, le moins climatique. Peut-être qu'ils essayent de casser cette tradition-là. Je pense aussi. Parce qu'on nous offre Kenny Omega contre Pac. Pac qui est le remplacement de Jon Moxley. Et qui était Jon Moxley, anciennement Dean Ambrose, et Pac qui était anciennement donc Neville, effectivement, à la NXT puis au Main Show. Et à 205 surtout. Yes. Et donc effectivement, même surprise que toi, c'est un peu tôt. Bon, pourquoi pas. Et au-delà de ça, bon, comme tu dis, pourquoi pas, cassons les codes et tout. Par contre, réaction du public. Kenny Omega tranquillou pépéro, ça, avec son team song vraiment parfait. Ouais. Et Pac, une mer d'huile, quoi. Et des huées hyper timides, donc c'est la pire réaction qu'on puisse avoir. C'est ça. Vraiment en mode rancunier, quoi, parce que pour remettre dans le contexte, on a supposé, c'est ce qu'on a supposé très bien, tous les deux, parce que pour remettre dans le contexte, à la base sur Double or Nothing, ça devait être Pac contre Hangman Page qui sera dans le main event, et ça devait être un match vachement sérieux et important, et Pac qui a refusé d'y participer de peur d'être le perdant, parce que Hangman Page c'est un peu le protégé de la bande de The Elite et tout ça, c'est le futur Ace de l'AEW, et Pac qui était champion de la Dragon Gate ne voulait surtout pas perdre. Tu me disais même qu'il y avait des enjeux de la Dragon's Gate qui faisait pression pour que tant qu'il soit sacré, à la fois la Dragon Gate et Pac aussi lui-même. Et lui, d'accord. Genre quand tu le regardes à la Rev Pro et compagnie, il a eu que des matchs à time limit draw. D'accord. Justement pour pas perdre, et pas vraiment le côté un peu
old school. D'accord. Non, je suis champion. Je suis invincible partout. Vous pouvez pas me faire perdre. Quoi. Ouais. Si je dois perdre, c'est contre un gars de la Dragon Gate qui va être élevé par cette victoire. Et ça a été le cas. Et ça a été le cas contre Ben Kay cet été. Super match d'ailleurs, si tu l'as pas vu. Non, ça sera. Tu m'as hypé. Voilà. Et puis ça me permettra de me nettoyer de cette ce all-out. All-out. J'exagère. Et donc voilà, il a été mis en remplacement. Je pense que ça devait être une surprise de la soirée. Et ça a été un peu en remplacement in extremis à cause de l'infection staphylocoque de Jon Moxley. Mais ils avaient quand même fait une petite promo pour annoncer. Ouais. Et donc je pense que le public était un peu en mode on va te faire payer le fait que tu nous as lâché quoi. Toi tu l'as vraiment ressenti débile, comme ça. Quoi. Ouais. Moi je sais pas, moi j'ai l'impression limite d'avoir pas un désintérêt global mais un truc voilà, c'était pas prévu bon, je sais pas. Mais je pense que ton explication est plus crédible que la mienne. C'est gentil. Le match en soi, bon, j'ai envie de te dire à part un botch très vilain d'un Rana excessivement mal placé le style. Vous savez, c'est ce genre de moment en tant que fan de catch où vous vous dites j'ai pas envie de regarder, même pas parce que ça fait mal, mais parce que je me sens mal par rapport à toi, quoi. Parce qu'il n'y avait pas eu de danger de leur part, quoi. Enfin, j'ai mal pour eux, j'ai honte à leur place. C'est pas du tout de la haine ou quoi que ce soit. Non, mais genre pas. Les pauvres, quoi. C'est censé être parmi les meilleurs catcheurs du monde et ils te font un gros botch sur un show aussi important. Ça doit pas, pour l'amour propre, c'était dur, quoi. Ouais. Sachant qu'ils avaient mis la barre très haut très vite, puis après on se retrouve avec un creux. Ouais, parce que le match était très long. C'est un peu le running gag de la soirée, je trouve. C'est le running gag de la EW pour l'instant. Ouais, jusque-là, les matchs sont très longs. Et Cody l'a répété en conférence, ils ont dit le gros point fort de leur show télévisé, ça va être les matchs. Donc je sens que ça va être des longs matchs sur la TNT. Mais oui, gros botch. Et puis en plus, on enchaîne tout de suite sur le finish. Parce que c'était juste après le finish, si je m'en souviens bien. Une grosse prise de soumission un peu chelou de Pac. Et le brutalizer. Ouais, brutalizer, on sait pas pourquoi. Et Omega qui s'endort. Enfin, donc l'arbitre qui arrête le match. C'était un peu bizarre, quoi. Très bizarre, grosse stupeur du public et de nous aussi. Ouais, bizarre. Au moins, peut-être que ça augure le fait que Pac va rester. Oui, je pense que s'ils font pour pas que ça, Omega prenne sa revanche. Ça n'a vraiment aucun sens. Quoi. Ouais. Vraiment aucun sens. J'espère. Moi, je touche du bois que ça aille dans ce sens-là, de venir un peu comme ça toucher le roi, on peut dire ça comme ça, avec Kenny. Mais bon, globalement, après, faut pas bouder son plaisir. Si vous aimez les deux catcheurs, si vous voulez quand même des spots assez impressionnants. Non. Ouais. Ça valait le coup quand même. Oui, ça reste quand même un bon match. Après, j'attends de voir vraiment ce qu'ils vont faire de Kenny Omega, parce que là, pour le coup, il avait un adversaire à sa taille. Parce que bon. Contre Shima, c'était pas mal aussi. Oui. Hein, ouais. Mais c'est pas encore du level du Kenny Omega. Contre Okada, oui, contre évidemment. Okada et contre Naito et contre Ibushi. Bien sûr. Et je pense qu'il devrait vraiment capitaliser là-dessus, plus que juste dire c'est un match d'Omega et ça va être bien, quoi. On verra. Ouais. On verra. Mais bon. Que sera. Ensuite, nous avons le Cracker Barrel Clash. Oh là là, ouais. Donc un match sponsorisé par Cracker Barrel, donc une marque américaine de tonneaux remplis de bouffe. Et donc c'était un match hardcore, mais pas déclaré comme hardcore de base, mais qui est devenu très vite. Ouais, c'est très bizarre, encore une fois, c'est pas très clair. Donc c'est les 3 gars hardcore qu'ils ont sur leur roster. Donc c'est Jimmy Havoc, l'anglais, Joey Janela, le petit foufou. Et mon petit chouchou. Et notre petit chouchou. Excuse-moi, pardon. Partage-le avec moi quand même. Voilà, t'inquiète pas, on a la garde alternée. Darby Allin. Ouais, d'accord. Écoute... confus, on va dire. C'est le mot qui me vient pour l'instant. Le temps de retrouver mes esprits, je te laisse peut-être commencer sur ton avis. Par exemple, où Jimmy Havoc se fait s'agrafe lui-même l'épaule en mode on y va, et puis finalement il se fait dégager du ring et puis c'est tout. C'est bizarre. Étrange. Et plein de spots comme ça, on enchaîne juste derrière avec un spot où il le pose sur une chaise et tu comprends pas parce qu'il lui verse des punaises. Dans la est-ce bouche, que les punaises, on sait même pas. Ouais, est-ce que les punaises sont dans la bouche? Et après t'as un moment aussi epic fail où t'as Janela qui essaye de lui mettre du scotch sur la bouche mais ça marche pas. En gros plan. Il y a plein de trucs. C'est vraiment le moteur de bagnole qui tout saute pour le démarrage. Et puis le spot fest vraiment sans réel
enjeu ou histoire. Pas du tout. Alors que les personnages sont quand même établis. Ouais. Joey Janela, c'est le foufou qui est prêt à tout. Il y a de quoi faire, ouais. Il y a vraiment de quoi faire. Jimmy Havoc, c'est celui qui a peur de rien et qui peut aller faire du hardcore dur. Et Darby Allin, c'est celui qui est capable de sortir des moves, des moves et des bumps horribles. Ouais. Et puis qui a vraiment un côté grunge dépressif. Oui. Quand on voit son match contre Cody, c'est dommage, quoi. Il y a un monde, on va dire. Il y avait une vraie symbolique, moi je trouve, pendant ce match-là. Le bump sur le dos, sur le bord du ring, sur The Apron, la housse mortuaire. Enfin, il y avait un truc quand même qui, bon. Je te dis, j'ai été perdu tout au long du match. Il y a eu notamment 2 spots avec éclatage de tonneaux qui étaient pas foirés en tant que tel, mais ratés dans le sens où tu voyais clairement que l'adversaire qui était sur le tonneau s'était déjà barré dans chaque cas, et du coup ça donnait un truc, enfin il y a aucune intensité. Un coup quoi. Le tonneau il est tout léger et un coup le tonneau il est tout lourd. Ouais, voilà, c'est paye ton kayfabe, quoi. C'est pas top. Et puis le moonsault aussi qui nous a fait écler de rire de Joey Janela qui complètement dans l'eau. Oui, parce qu'il y avait une table, alors il faut qu'on l'explique quand même. C'est le fait du montage en live aussi qui était mal fait, parce qu'on n'a pas vu que Jimmy Havoc s'était barré. Ouais. Et d'un coup, on voit juste Joey Janela qui s'éclate. Mais c'est surtout qu'il y avait une table de posée avant, qui était dépliée et qui est repliée entre temps, et il fait ce salto arrière où il atterrit, il se casse la gueule sur le bord du ring. Enfin bref. Non, très très confus. Je sais même pas quoi en dire ce match-là. Faites-vous une idée. Rien de plus. Faites-vous une idée. Bon, après, c'était bien de donner la victoire à Jimmy Havoc. Parce que chacun a eu son moment de spotlight, sauf lui. Parce que Darby Allin a eu son match contre Cody. Janela contre Moxley. Exactement. Et Havoc, il était un peu perdu. Donc c'était pas mal de rappeler qu'il existe, quoi. Surtout vu l'aura du bonhomme, quoi. En dehors de la EW, c'est assez impressionnant. Peut-être qu'il se disait ça aussi. Genre, ça peut attendre. Donc voilà. Bon, c'était pour rétablir le karma de Jimmy Havoc, on va dire, ce match. C'est un match d'équipe. Voilà, inutile de s'éterniser, faites-vous un avis, puis venez discuter avec nous sur les canaux des podcasts. Ensuite, nous arrivons au match équipe. Donc ça. Là, c'est pour recevoir un avantage dans le prochain tournoi par équipe, pour les prochains titres par équipe de l'AEW. Donc c'est les Best Friends, Chuck Taylor et Trent. Et puis The Dark Order avec Evil Uno et Stu Grayson, donc mini Kratos. Donc un match purement PWG. À l'ancienne. Très rigolard, mais en même temps avec des beaux spots. Avec des beaux spots, parce que les deux équipes se débrouillent bien. Complètement. Avec un rythme un peu... en dents de scie encore une fois. Trop long encore une fois. Dommage, mais non, vraiment moi j'ai pas boudé mon plaisir, et puis de toute façon on y arrivera en conclusion, j'ai été forcément conquis. Je vous fais un petit teasing, laissant le temps, je te laisse le temps, Félix, peut-être de rajouter quelques trucs avant qu'on arrive à la fin avant de balancer le jus. Jeu de mots. Non, le Dark Order, je trouve que au début, quand ils ont débarqué à Double or Nothing, un peu de nulle part, et tout le public a dit Who are you? C'était un peu film de série Z. Là, ils commencent doucement à avoir un truc concret. On comprend un peu leurs intentions, on comprend un peu leur aura, ce qu'on est censé ressentir quand ils sont là, notamment avec leurs petits mignons là qui sont torturés, qui servent d'escabeaux, et puis Stu Grayson qui est vraiment impressionnant, mini Kratos, donc plutôt des bons points, je trouve. C'est pas un match de folie, mais encore une fois, construction d'une division par équipe qui tient la route, quoi. Là ça fonctionne bien, et j'ose espérer que c'est ce genre de match-là et le précédent qu'on a cité donc en kick-off, qui permettra on va dire d'installer peut-être des matchs qui tireraient un chouïa moins long dans la durée, même si malgré l'annonce de Cody, j'y crois pas trop. C'est ça, qu'ils sont un peu trop longs, et en fait il faudrait qu'ils les densifient un peu plus pour que le rythme soit plus effréné encore. C'est ça. Et qu'on soit vraiment waouh. Parce que là c'est typiquement, moi ce que j'aimerais, alors que c'était un hasard malheureusement, c'est que ça ressemble au match, je crois, où ils étaient à, je sais plus si c'était en 2 contre 2 ou en 4, à la fin de All In avec Bandido.
C'était Fantasmo? Non, c'était Bandido. Il y avait les Young Bucks. Il y avait les Young Bucks et Kota Ibushi d'un côté, et de l'autre côté il y avait Bandido, Phoenix et Rey Mysterio. Rey Mysterio. Ouais. Celui-là était génial. Mais il était génial parce qu'ils avaient plus de temps. Et donc le truc a dû durer 10-12 minutes. Ouais. C'était impeccable. Vraiment, moi c'était waouh quoi. Oui, c'était waouh. Et puis, comme on dit d'autres camarades podcasteurs à droite et à gauche, c'est vraiment le genre de match, quelqu'un qui connaît pas le catch et qui est en mode les coups sont pas portés, il y a pas de prise, il y a pas de machin, c'est pas plus spectaculaire que ça. C'est le genre de match que tu as envie de leur balancer. Il y a pas de monkey spot à l'extrême non plus, ça marche très bien. Bref, en tout cas vous avez notre idée, je pense, dans l'essentiel. On aimerait bien que ça aille vers ça. Et donc pour te faire ce tremplin, le jus d'orange. Donc Dark Order qui gagne. Sans trop de surprise, je trouve. Délicieux. Délicieux. Agréable. La sauce monte. Voilà. Et donc après, qui attaque, parce que ce sont des méchants, qui attaquent les meilleurs amis. Best of friends. Et là, la lumière s'éteint. Oui. Et qui arrive sur le ring? Orange Cassidy, my boy. Enfin, on pourrait dire là aussi notre boy, parce qu'on l'aime beaucoup tous les deux. Plus. Ah, t'es gentil. Non, c'est vraiment, je l'avais déjà dit je sur le prends notre sur émission. Les week-ends et pendant les grandes vacances. La vraie garde alternée. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, vraiment ma grosse révélation là, de ces derniers temps, pendant le premier Rumble d'ailleurs, de l'AEW, et il vient effectivement tataner les deux zigotos avec notamment un suicide dive, les mains dans les poches, s'il vous plaît. Et ouais. Parce que c'est ça la classe. Et gros hug final. Enfin, lui garde les mains dans les poches. Oui. Mais il sort quand même une main pour faire le pouce vers le haut. Un petit pouce à moitié. Un petit pouce vers le haut. Voilà. On essaiera, si on y repense, de vous partager une interview que je remercie le ciel, surtout Félix, de m'avoir fait découvrir, qui m'a fait pleurer de rire, qui est une interview de Cassidy, où il est blasé comme jamais, contrairement à Maître Gims. Ah, mais lui, le kayfabe est en lui, quoi. Il garde la face, il garde le personnage jusqu'au bout. C'est le meilleur acting de catcheur. Vraiment, il tient son personnage. C'est incroyable. Moi, je suis fasciné. Et donc, on essaiera de vous envoyer ça. Sinon, vous tapez. C'était quand l'interview? Il n'y a pas très longtemps. C'était pendant Starcast. Starcast, voilà. Starcast, Orange Cassidy. Et puis, il y a un documentaire aussi. Je sais pas si tu as vu. Oui, si, je l'ai vu. Qui est vachement intéressant sur Orange Cassidy. Et le fait que, des fois, le comedy wrestling est vraiment ostracisé. Et la preuve, parce que quand il y a eu son annonce de signature, tout le monde a craché dessus, quoi, parce que c'était après le bibliothécaire et tout le débâcle là-dessus. Je pense que les gens voulaient pas encore un truc de comédie. Non, mais il faut savoir reconnaître la qualité, les amis. Il a fait un peu son truc un peu rédemptoire. Non, puis il y a un vrai... le mec sait vraiment se placer, tu sens qu'au niveau de ses moves, c'est très propre. Et puis pour avoir vu, depuis que je suis complètement à fond de balle pour le bonhomme, pour avoir m'être fait une grosse cure de jus d'orange, qu'est-ce que je vais dire, il peut être très strong style. Hein. J'ai vu notamment un match contre, je crois, Noam Dar. Waouh! Oui, puis c'est un gars qui remonte à l'époque de la Chikara, qui était une des fourmis. Je crois que c'était Fire Ant, une des armées des fourmis, et qui était avec Chuck Taylor aussi. Donc il sait être strong style, entre guillemets. C'est pas forcément son point fort. Non. Il sait être surtout voltigeur, mais perfect. Et franchement, il maîtrise son gimmick. Ouais. Gimmick, puis au niveau équilibre du corps aussi, c'est, enfin, sincèrement, quand vous le voyez qui se relève, qui fait ses trucs les mains dans les poches, ouais, c'est ouf. Hein. Enfin bref, je vais arrêter cette déclaration d'amour que j'ai déjà faite ailleurs pour pas que l'émission fasse 2 heures. Oui, c'est ça. Ce qui nous amène donc au match suivant, qui, si je dis pas de bêtises, c'est le match Joshi. Exactement. Voilà. Donc c'est avec Mio. Avec Ryo et son nez Mio travers. Ouais, on était un peu méchant au niveau code de beauté. Voilà, elle a un grand nez. Nous aussi, on a des trucs physiquement reprochables. Voilà, comme ça, c'est fait. C'est gentil de dire ça. Enfin, surtout moi. Heureusement qu'on fait un podcast, disons. C'est très post-catégorie. Bref. Et en face d'elle, il y avait la belle et l'imposante Hikaru Shida de la Makai. Voilà, qui n'est absolument pas exploitée. Ah non.
Non. Et en parlant de la Makai, n'hésitez pas à écouter le super podcast Voyage au Japon. Oui, monté par votre serviteur Félix au micro et avec donc Raphaël et Laure. Très Parce sympa. que la Makai, c'est vraiment quelque chose à part entière. Voilà. Si je dois juste dire ça. Et donc, le match Joshi 100%, t'en as pensé quoi ? Alors, ça va vraiment finir par faire blague pas drôle, mais beaucoup trop long. Là, vraiment, je précise, beaucoup trop long. Après, c'est très bizarre parce que tu sens qu'il y a des spots qui sont faits pour faire plaisir, je pense, à un public plus occidental, ce qui fait perdre, je dirais, la spontanéité, le côté alchimie de catch typiquement Joshi, Puroresu, japonais. Ouais, pas mal de spots approximatifs. Le rythme aussi qui était un peu... Ouais, c'est... Ouais, je pense que t'as raison. Je pense que c'est vraiment... en même temps, on a envie de leur dire allez-y comme vous le faites au Korakuen Hall, à vous mettre des coups hyper stiffs et tout. Ouais. Mais en même temps, édulcorer un peu le truc. Parce que sinon, ils vont pas comprendre. Le public va pas comprendre, machin. Et du coup, ça donne un truc mi-figue, mi-raisin. C'est très bizarre. Un peu poivre. Ouais. C'est vraiment quand tu tentes des trucs, des sandwichs avec des restes ou certaines salades le soir ça va le faire, quand t'es en chien. Mais en fait, non. T'as des petits gargouillis après, tu te dis... C'est ça, voilà, genre Anne-Sophie Pic et Marc ils savent le faire, mais moi non. Donc bref, après cet instant culinaire, non, globalement il y a quelques petits spots intéressants, ça permet aussi, c'est l'avantage de la AEW, enfin moi je parle pour moi parce que je suis face à des amis d'une connaissance et d'une qualité incroyable quant à l'univers catchesque, donc arrête, je veux remettre mes chaussures après. C'est ça. Et non, mais plus pour revenir à ce qu'on disait, ça m'a permis quand même davantage de les découvrir les deux, même si je suivais d'un peu loin Makai ou Stardom. Et puis, on arrive effectivement au seul vrai liant de l'intrigue, sauf si tu avais un autre truc à rajouter, qui est donc l'entrée au loin de notre amie championne du Rumble, Nyla Rose, qui vient faire enfin plus sexy, hein, parce que entre temps elle s'est refait un brushing, les cheveux lissés, et madame, j'ai envie de dire. Rio qui a gagné ce match. Ouais. On te le pardonnera jamais. On pardonnera jamais à ton gros nez. Donc voilà. Et bon, il y a au moins ça de placé. On verra bien. Et je pense que c'était vraiment le match aussi, parce que je vois ce qui va arriver ensuite, parce que j'avais zappé. Je pense que c'est vraiment le match en mode bon, on va pas se prendre la tête, quoi. C'est des meufs. En vrai, ça fait un peu ça, parce que quand je te dis qu'après c'est le match de Cody, parce que c'est toujours le match de Cody qui est vraiment sur le devant de la scène et qui est travaillé de ouf, c'est Cody contre Shawn Spears. Donc c'est vraiment la viande, c'est ton steak dans ton burger. Et ça permet juste avant de préciser concernant Nyla Rose, un truc qui continue de m'inquiéter, je suis pas le seul, c'est que je fais confiance parce que elle prend, elle monte en puissance comme on dit, il y a la confiance du public qui suit, etc. Mais niveau cardio, punaise, elle lutte, hein. Vraiment, elle lutte, donc je sais pas. Surtout sur une annonce de match contre une Joshi qui gambade, si c'est bien équilibré, elle pourra faire l'essentiel de l'agitation, et puis, mais quand même, quoi, tu vois, à la fin de son match, elle tirait la langue sur le Rumble. Quoi. Ouais, faut pas nous faire un Nyla Rose au Awesome Kong tout de suite. Hein. Non, c'est certain. On l'avait fait déjà avec pareil, le Triple Threat. Faut pas qu'il dure 20 minutes non plus. Hein. Surtout. Mais ça, c'est en général, s'il vous plaît, écoutez-nous, AEW. Et donc, on arrive effectivement au steak dans le burger, comme tu disais, qui, en l'occurrence, permet de souligner que on a trouvé globalement, même si on y reviendra à la conclusion, que le public était quand même excessivement tolérant, je trouve. Et là, ça s'est complètement vérifié, parce que après, c'est le propre de Cody d'enflammer les foules en général. Parce que je pense que Cody, il arrive vraiment, alors que c'est vraiment pas clairement le meilleur sur le ring. Il y a un magnétisme globalement. Un Omega ou les Young Bucks, c'est eux les workers, quoi, du truc. Mais à chaque fois,
il arrive à te raconter une histoire, il arrive à te faire passer des émotions. La All-In, c'était le truc de je veux être comme mon père, je veux être champion NWA. À Double or Nothing, c'est je veux avoir ce match avec mon frère et je veux qu'on se réconcilie limite. Il y avait toujours cet attachement particulier. Et là, par exemple, c'était Shawn Spears qui avait mal pris le fait que Cody l'avait un peu traité comme juste un bon bosseur, alors que c'est le mec qui lui a appris à catcher et qui a fait ses débuts avec lui, etc. Ce qu'on sait pas forcément, parce que Shawn Spears à la WWE, donc Tye Dillinger, il a débuté bien plus tard. Et je trouve qu'il y arrive toujours, mais je trouve que ça remet en question un peu la place des autres dans le show, quoi. Je suis complètement d'accord, et tu peux rajouter à cette équation, on y arrivera après, sur le Tag Team Battle. Pour l'instant, Cody et les Young Bucks tirent trop la couverture. Je sais pas jusqu'à quel point c'est conscient, et je sais pas jusqu'à quel point c'est se dire il faut quand même qu'on réponde au public, puisqu'ils savent qu'on est les franchises catcheurs, on va dire, les marques fortes de pour l'instant de la WWE. Jusqu'à quel point ils veulent pas prendre le risque, est-ce que c'est conscient, inconscient, j'en sais rien. Pendant ce temps, Omega perd contre Pac et Chris Jericho. Oui, c'est intéressant parce qu'Omega, en fait, il n'y a pas une construction maboule et il laisse beaucoup plus sa place. C'est vrai que c'est un gros parallèle que j'avais pas fait jusque-là, mais ouais, oui. Bon, peut-être des leçons à prendre, des go ou quoi que ce soit, je sais pas. Donc peut-être tu peux décrire le setup du match qui était... Alors j'en aurais voulu pour un truc, et je suis pas le seul, on a une réaction à un moment, mais on va faire dans l'ordre. Déjà donc le code couleur. L'entrée de Shawn Spears, vraiment... je fais mon acting vraiment doucement, vraiment, je me mets sur une chaise. Ouais. Évidemment, la symbolique, sans musique, en mode je suis un gros heel, huez-moi. Ouais, avec une capuche Assassin's Creed. Ouais, clairement, mais low budget. Et ensuite, la musique commence et il fait son entrée. Puis il y avait des paillettes, Kevin, dessus quand même. Sur la capuche, ouais. Et puis, c'est pour que la lumière, elle se réverbère, tu vois. Voilà. Et pour qu'il brille. Et Tully Blanchard, donc une légende de la NWA et père de Tessa Blanchard. Et oui, surtout. Tessa, je t'aime. Tessa. Jordan aussi. On en aime beaucoup. Voilà. À part Rio. Non, le nez de Rio. Oui, mais il fait partie de sa figure. Bon, on va arrêter avec ouais, je crois qu'on va arrêter. Et donc, il fait son entrée avec ses pupilles à la Rey Mysterio. Genre, je suis menaçant. Ouais, ça venait vraiment de nulle part. Hein. Ces lentilles. Bref. Vraiment, on en fait trop, quoi. Oui. Et puis Cody qui fait sa grosse arrivée avec tous ses managers, ou Brandy, elle est en mode Star Trek. Ils sont tous en mode Star Trek, quoi. Ils ont la même surtout tenue. Brandy, ouais, surtout avec elle. son truc super argenté et tout, avec le chien et compagnie, avec DDP, avec MJF, et puis il arrive, et puis Cody qui sort du sol avec une plateforme, la lumière et tout, ouais, voilà. Plateforme en mode Jackie, tuning. Un peu, j'avoue. Et puis après il y a le pyro qui se déclenche avec. Putain, mais alors là, et le pauvre chien, quoi. Never forgive, quoi. Pharaoh, là, son chien blanc adorable. Ouais. Il était paniqué. C'est con, au lieu de l'éloigner, de laisser passer les pétarades, ils le mettent à peut-être pas 2 cm, j'exagère, mais dans le couloir qui mène au truc. Et le pauvre, genre, il tournait sur lui-même pendant 30 bonnes secondes. Du coup, on était fixé que sur ça. En même temps, bon, voilà, il n'y avait pas grand-chose d'autre que la pétarade et le truc. Et puis, surtout, c'était con pour eux de ne pas avoir anticipé ça, parce qu'ils ont ils ont galéré pour le faire rentrer et pour le faire suivre, parce qu'ils voulaient le garder dans le mouvement du truc. Et tu sens, que le clébard, m'avait fait un peu flipper quand même. Donc, bref, voilà. Puis après, le match est arrivé, et puis... Voilà. ce silence qui en dit tellement long. Exactement. Ouais, bah, pas grand chose à en dire. Je sais pas quoi en retenir. Un moment complètement absurde aussi où t'as la rencontre à distance de Blanchard avec cette MJF. MJF effectivement dans un premier temps, et puis cet autre Hall of Famer vieux de la vieille qui était partenaire avec lui. Non, tu sais, il y a Arn Anderson qui vient faire une espèce de spear ou de powerbomb. Spinebuster. Spinebuster. Tu vois, pour te dire à quel point j'ai retenu. Hein. À quel point ça m'a marqué. Voilà. L'une des plus grosses pop de la soirée en plus. Hein.
Bon, toi, t'étais un peu endormi pendant ce match-là. Ah mais complètement, tu Donc, peux le dire. Hein. Franchement, moi, j'étais j'ai au vraiment café, donc, littéralement piqué du nez. Pourtant, je t'ai pas spécialement claqué. Et c'est pas un show qui est tellement long, parce qu'on a fait le calcul, ça fait quoi, 4 heures avec le pré-show? Ça m'amuse toujours ce genre de réplique chez les fans de catch. C'est pas très long, 4 heures. Non, C'est comme les gens qui jouent que- au RPG en jeu vidéo qui font non mais le ticket d'entrée ça va, c'est 5-7 heures et puis après il te reste Oui, je suis 40 heures. d'accord. Tranquille. Mais c'est parce qu'en 2019, Oui, quand t'as un oui. WrestleMania qui fait 12 Oui, heures, oui, voilà, dans les codes, effectivement. c'est genre Y a pas 4 de heures, souci. c'est la limite. Au-delà de 4 heures, j'en ai rien à foutre. Je zappe. Je zappe et je mate, Mais 4 heures, ça va. ça passe. Ouais, Mais voilà, quoi, pas y en a- grand chose y a à pas en grand-chose dire, à en dire. et très inquiet sur l'équation tant honnêtement s'il réduisait comme ça globalement les matchs et surtout les leurs et puis là ça marche pas quoi, autant ça a marché avec Dustin, autant là ça marche pas. Bref, on va pas s'éterniser, Puis voilà. je pense que vous Juste avez pour l'idée. information, Cody, c'est le vainqueur. Oui, c'est vrai que c'est pas mal quand même de À te plus. dire, voilà. Et c'est Mio qui a gagné. On l'a dit avant Rio. Pardon, c'est Rio qui a gagné avant. Voilà. On l'a pas je sais même pas si on l'avait précisé. Si, je crois que Si. si, mais D'accord. c'est toujours bien de rappeler qu'elle existe. Alors que c'est une très bonne catch, c'est affreux ce qu'on fait. Et donc, avant-dernier match de la soirée, Oui, on fait de la nasophobie. Bref. Escalera de la Muerte. Si. Donc les échelles Me de la gusta, mort. también. Donc les frères Young Bucks contre les frères de la lutte, Mhm. les Lucha Brothers, pour les titres triple A. Ouais. Donc encore un match entre ces deux équipes. Mhm. Moi j'étais très inquiet parce que j'en avais un peu marre de les voir catcher ensemble. Pareil. Et t'en avais surtout marre d'un truc. Le Cero Miedo. Non, c'est Cero Nero. Non, c'est c'est- Cero Miedo. Non, c'est Nero. Je n'ai pas peur. T'es sûr? Zero fear. Non, c'est. Attends, Lucha Underground. Je suis un professionnel. Saison 1 à 4. D'accord. Ça va. Espagnol LV2 quoi. Ouais, en plus. D'accord, mais j'étais persuadé que c'était Il y a Cero bien Nero. une chose dont je me rappelle de l'espagnol, c'est Ouais. Cero Miedo. Ah, tener miedo. Ouais, surtout pour ce match. D'accord. Me gusta la lucha. Yo también. Mais donc on a résolu ce mystère-là. Match effectivement vu revu. Bon, des échelles. Puis en plus, Phoenix, je crois qu'il était blessé à la jambe. Donc je me disais, oh là là, qu'est-ce qui va se passer? Ça se trouve, Ouais. il va se casser la Ouais, gueule ouais, un encore celui-là. problème. Alors que c'est vraiment typiquement le meilleur catcheur des 4. Et vraiment un des catcheurs qui devrait pousser jusqu'au ciel. Oh. Si ce n'est plus haut. Et puis finalement. Mais t'as pas dit l'autre truc dont on avait marre. Justement, on a mis un compteur sur les Cero Miedo. Donc j'avais parié sur 7 et je suis tombé pile poil. Il y en a eu 7 Il y en Cero a pas eu Miedo. 8. Il y en a un qu'on a loupé, je crois. Je sais pas. À parce que cause j'ai du pas, feed j'ai qui pas était, compté ceux casse-gueule. j'ai pas compté ceux du début. Que dire à part des évidences Spotfest à gogo, beaucoup trop. En fait, c'est un spot fest à gogo. Ouais. Genre vraiment plus chorégraphié, on sent le truc préparé. Ouais. Moi, je vais faire mon vieux fan de catch, mais ça commence à me saouler. Au point où il y en a une qui nous a fait autant plaisir que rire, c'était Phoenix, voilà, le Je beau n'étais pas dans le lapsus, match. t'as vu, qui à un moment fait un saut au travers de, vous savez, je sais pas comment ça s'appelle, comme quoi, apprends-toi aussi, enrichis ton vocabulaire français, les échelles. deux tiges métalliques qui Mhm. retiennent ouvertes une échelle, et donc il a sauté entre les deux et il a explosé la gueule à, je sais plus Bah, il a lequel des fait deux un- frères Il Jackson. a fait un destroyer, non? C'est ça, hein, Je crois. Hein. c'est ça. C'est plutôt bien exécuté. Ouais, mais Mais- ici, il y a eu un truc un peu genre j'y vais, mais j'ai peur. Ouais. Comme disait Balasco, ou, je crois. Et en fait, je trouve ce qui était le plus impressionnant, parce qu'on avait vraiment besoin de se réveiller. Honnêtement. C'était. en Félix fait, m'a mis des mais petites c'est claques. vraiment le côté morbide du fan de catch, quoi. C'est ce qui nous a réveillés, c'est les accidents, quoi. Ouais. Genre quand Nick Jackson Ouais. se fait pousser par Pentagon, qui était vraiment en mode oh, je joue avec le public, est-ce que je vais le pousser? Oh là là, je l'ai poussé. Ouais, Et Nick Jackson qui se prend les cordes et qui se ramasse la tête contre la table en contrebas. c'est chaud. Fouh, arrêtez de nous faire peur, quoi. Ouais. Là, c'était vraiment pas utile. Mais ça Vraiment nous pas a utile. réveillés, en vrai. Ouais. c'est malheureux, ouais, de se dire Et que c'est c'est ça dire, qui. et c'est dire, encore une fois, on en a déjà esquissé un peu l'argument, c'est que les fans de la AEW sont gentils, quoi. Parce que on en a vu des dizaines des matchs de l'échelle comme ça. Et il y a que ces moments d'accident ou de oulala, vous allez trop loin les mecs,
qui nous réveille, quoi. Ouais. Ça en dit long. Après, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, il y a heureusement quelques spots réussis. L'exécution globalement, ça reste, il n'y a pas de souci. Ce sont des professionnels. Et n'essayez pas ça chez vous. Voilà. On vous en prie. Et puis victoire des Lucha Brothers. Yes. Bon. Mais difficilement, hein, parce que et ça t'a fait réagir. C'est quand je crois que c'est Matt Jackson, alors que son frère est en train de mourir à l'extérieur, il a enlevé le masque de Pentagon. Ça m'a fait beaucoup rire, ça. Surtout quand Pentagon, après, qui est obligé de se cacher le visage, pousse l'échelle avec son autre bras en mode je vois rien mais je pousse. Ça, c'était ouf. C'était extraordinaire, ça. C'est dire ce qu'on retient du match, quand même. Voilà, qui me parle. C'était vraiment le truc. Non, oui, t'as résumé, c'est dire ce qu'on retient du match. Et pourtant, le match, au moment où on enregistre, on est transparent jusqu'au bout. Là, ça fait même pas une demi-heure, une heure qu'on a fini de regarder, quoi. Donc, c'est vous dire à quel point ça pourrait être frais, mais non. Et là, pour le coup, j'avoue que Mehdi a essayé de me tenter sur zap un peu des moments des matchs et tout parce que c'est long. Moi je lui dis non, on va en parler après dans le podcast, faut qu'on y aille. Mais il y a des moments, sérieusement, on a zappé un petit peu. C'est pas sur celui-là, c'est vraiment à la fin qu'on c'est plus à la fin. Mais sur celui-là, il y avait des moments, quand il y a eu des grosses chutes, on s'est dit bon, on était tentés. On va comprendre qu'il y a plein de replays et tout. C'est bon. Voilà. Et puis juste avant le dernier match de la soirée, arrivent deux mecs dans des masques de président des États-Unis. Bill Clinton. Moi j'ai cru que c'était Vince McMahon en mode je ne pense qu'au catch. Et je me demandais qui était l'autre. Et en fait c'était Bill Clinton et Kennedy. Rien à voir. Et c'est pour Michael, deuxième dédicace. Non, c'est vrai parce qu'il l'aimait beaucoup. C'est vrai ouais, il aimait beaucoup ce catch. Ah bah pour le coup on a un point commun. Voilà. Qui n'est pas CM Punk. Exactement. Ou Sanada. De la merde. On s'expliquera plus tard. Et donc ils tapent les Lucha Bros, il me semble. Et puis ils enlèvent leur masque, évidemment. Et ce sont les LAX 2.0 de l'Impact Wrestling qui n'étaient plus sous contrat. Donc Santana, qui ont arrêté de travailler pour l'aéroport de Puerto Rico. Et donc c'est Santana et Ortiz. Donc une super équipe, elle aussi. Mais j'ai encore une fois une peur. C'est-à-dire que LAX et les Lucha Bros, ils ont fait toutes les compagnies indépendantes des États-Unis depuis 2 ans et ils nous mettent une feud entre les deux. Faut pas pousser des mémés dans les orties. C'est un peu ça. Voilà, comme ça elle est placée. Je me disais j'attendrai le prochain numéro, mais c'est fait. Qu'est-ce que je voulais rajouter d'autre? Non, je crois pas. Peut-être pas rien. Grand-chose. Ouais, rien. On va passer. C'est bien. Voilà. C'est mieux si. Non, ce que je voulais rajouter, c'est que je disais on s'expliquera pour Sanada, mais en fait on l'a déjà fait quand on a enregistré notre émission du J1 Climax. Et on arrive à la fin. This is the end. My friend. Fallait y arriver. On est bien content qu'on y soit arrivé. Donc, Chris Jericho contre Hangman Page qui est arrivé à cheval. Eh oui, il l'avait promis. Il l'a fait. Voilà. Escorté, effectivement, pour éviter que le cheval s'énerve, se cambre. Nous fasse une Pharaoh voilà, c'est ça. En panique. Oui, voilà. Sauf que et là, défonce le public à coups de sabot. ça, voilà. Là, au moins, on aurait retenu un truc du show. On est dur. Et donc, oui, match dernier inaugural. Match. Non, mais surtout match inaugural de la fin. Mais non, match inaugural pour le championnat du monde de la AEW avec cette magnifique ceinture qu'on n'avait pas réussi à avoir à cause de Bret Hart. Tout à fait. Qui avait mal fait. Non, c'est pas lui qui avait mal fait, c'était les caméramans. Oui, c'est Ils vrai. avaient mal fait leur plan. Non, faut pas. Le pauvre, déjà, il diminuait, il vient. J'aime bien des fois dire qu'il est un peu vieux. Le pauvre. Je suis vraiment méchant quand même. Il devrait faire ça pour le Taker, tu vois, il vient, il présente des ceintures plutôt que de catcher encore. Pour le Taker, il devrait arrêter de l'utiliser, c'est tout. Non, mais s'il vient, il présente des ceintures, mais c'est il devrait bien. pas venir, ça suffit. Ou alors il devient champion. Il a déposé son chapeau, ses bottes, ça suffit. Non, il devient champion 24/7. Oh mon Dieu. Ça devient... À la limite, ça pourrait être marrant parce que ça pourrait être super drôle. Ça deviendrait la DDT, tu vois. Ça pourrait être super drôle. Voilà. Bon, McMahon, on est freelance au niveau de l'écrit du script rating. Écoute-nous. Voilà, c'est ça. Et voilà, on a Félix a déjà un peu spoilé en disant qu'on a quand même eu la tentation du fast forward, donc de l'avance accélérée. Ça en dit encore une fois long, très poussif quoi, comme match. Encore une fois, excessivement long.
Parce qu'ils veulent se la jouer, gros main event sérieux. Ouais, etc. et ça marche pas du tout. Ça a bien marché pour les précédents, avec Jericho ou sans Jericho, mais là ça marche pas. Franchement, ça marche pas. Il y a eu un moment, un instant blading, parce que là, c'est en train de devenir la marque signature de la EW. Ils l'ont revendiqué, oui. On fait du sang, des tripes. Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, pourquoi pas, mais bon. Les tripes, je préfère que ce soit dans mon assiette. Bizarrement, je m'y attendais plus pour le match entre Cody et Shawn Spears, parce que c'était un grudge match, comme on dit dans le jargon. Donc un match vraiment... de haine, quoi. Je vais te rendre la monnaie de ta pièce. De rancœur. C'est un peu ça. Et alors que là, c'était censé être un match de championnat, certes, avec des ressentiments des deux côtés, enfin, au niveau kayfabe en tout cas. Mais il n'y avait pas forcément besoin de sang, quoi. Mais bon. Après, bon. Moi, je suis plutôt fan de ce genre de truc, donc je vais pas... Non, mais c'est toujours le même problème. À la limite, c'est pas tant le blading qui était choquant, c'est encore et toujours l'exécution, le timing, le rythme du match, sa durée, mais vraiment déroulé. Et puis pareil, quoi. Jericho, c'est pas qu'il tient pas la route, il arrive quand même encore à... Mais il galère, quoi, vraiment de plus en plus. Quand il a essayé le Lion Salt, là, avec Eggman, il l'a arrêté dans son élan. Ouais. J'ai eu peur. Un jour, il va se le prendre sur la nuque. Il va nous faire une Hayabusa. Ouais. Et puis Page, je sais pas ce qu'il avait sur le match, mais il galérait, quoi. Non, c'est Page. Enfin, ça, c'est moi qui parle. Ouais. Page est un très bon catcheur. Ouais. Mais je pense qu'on place énormément d'espoir sur ce petit bonhomme. Bon, c'est pas un petit bonhomme, quand même, c'est un adulte. Mais, mine de rien, il est loin du niveau des... il est loin des niveaux des Omega et compagnie, quoi. Faut pas s'attendre au ciel avec lui. Il est très bien. Petit ange parti trop tôt. Et d'ailleurs, je suis très content. J'espère pas qu'il va partir. Mais d'ailleurs, je suis très content d'avoir gagné notre petit pari de la fin. Du fait que c'est Jericho qui a remporté la ceinture. Voilà. Parce que je pense que Page est pas prêt. Je pense que il faut le construire à la fois au niveau personnage en connexion avec le public, mais il faut qu'il se construise lui-même en fait. Ça, Parce qu'il fait beaucoup de promos de babyface, mais c'est toujours un peu forcé. Ironiquement, ils avaient réussi à commencer à créer ce lien-là à la NJPW quand il y était encore. Un petit peu. De la même manière qu'un Robinson qui a complètement transformé l'essai. J'ai repensé la dernière fois quand j'ai vu Sanada. Non, lui je ne le vois pas. Pourtant, vu les capillaires. Quand j'ai revu la promo de Page dans un parc avec les petits enfants là. Oui, c'était trop bien ça. Il a enregistré son message de genre de menace. Où il s'est frappé lui-même et tout. Je me dis les pauvres enfants qui ont dû voir ça. Et il peut le faire. Je pense qu'il peut le faire. Il a le potentiel d'être le babyface à la Sting en mode héros, super-héros. Mais il lui faut de la peinture. Mais j'étais plus intéressé par Page quand il était en mode limite schizophrène dans Being the Elite l'an dernier où il y a face à Joey Ryan. Où il avait soi-disant tué Joey Ryan. Il s'éclatait plus et il tentait plus de trucs. Et ça marchait. Ouais. Alors que là, il est censé être le babyface numéro 1 de la compagnie et c'est pas ça encore. Ça pourrait le faire, comme je te disais, moi, comme il a fait à la NJPW, mais bon, faudrait vraiment qu'il continue de lui faire confiance et on verra bien, mais bon, là en tout cas, le résultat relativement, bon, t'as eu le nez fin, effectivement. C'est un move. Comme Rio. Non, pas comme Rio. C'est un move conservateur, certes, mais je pense que c'est bien. Tu mets un champion vraiment irascible. Champion. Au top de la EW pour les prochaines semaines à venir, quand le show TV commencera. Oui. Le but ce sera de le détrôner, il va faire son despot, etc. Voilà, on te place déjà des angles narratifs faciles, mais on sait qu'il va assurer dans le rôle Jericho. Et là, moi je t'avoue, on arrive au point de conclusion globale, c'est quid d'une régularité hebdo, ou même une fois toutes les 2 semaines, quoi. Parce que là, déjà, comment il galère sur des rythmes identiques. Alors, autant on vous a dit ce qu'on attendait par rapport aux annonces de la team créative de la EW. Nous,
quand il faut troller, on essaie de faire en sorte que ce soit toujours constructif, mais là c'est pareil, c'est-à-dire on a beau, moi et Félix en particulier, on va pas mettre toute l'équipe du Catch à Casse dans le même bateau, parce que Michael par exemple continue de suivre, et c'est bien parce que ça permet d'avoir cet éclairage-là, la WWE, nous beaucoup moins, mais honnêtement... face aux gens qui sont en mode fantasmé, ouais, c'est la relève, on n'aura plus de rythme et de gimmicks chiants et de trucs. En l'état des choses, moi je suis pas du tout, je dirais pas emballé, mais c'est pas tout de suite quoi. C'est vraiment pas tout de suite. Surtout si ça y est, on va dire, il commence à se mettre en tête de nous proposer un produit soi-disant sportif. Bon, c'est du catch, donc c'est forcément soi-disant, mais dans l'apparence, on va dire, dans la présentation, parce que là, à All Out, ils nous ont sorti les statistiques de chacun des catcheurs, mais déjà, c'était même pas mis en avant, et en plus, ça sort de nulle part, parce qu'ils nous l'avaient promis dès Double or Nothing, et c'est que maintenant qu'on l'a. Ouais. Et puis même, les matchs en question sont longs, sont mal rythmés, sont pas forcément d'une qualité New Japan qu'on peut attendre d'un produit sportif. Et au niveau storyline, par exemple, le fait que Jericho gagne et qu'on s'arrête là-dessus, même si, bon, on s'attendait, on pensait tous à un CM Punk qui était pas très loin, on savait qu'il allait pas venir, mais c'est toujours le petit espoir, parce qu'en fait, ça aurait été CM Punk ou quelqu'un d'autre, mais qui arrive et qui fasse une grosse surprise à la Jon Moxley pendant Double or Nothing, qui marque le coup avant que le show télé commence et qu'on se dise ok, on va avoir des belles histoires, on va avoir quelque chose d'inattendu, quelque chose d'inédit. Pour l'instant, c'est un show de catch plan quoi. C'est ça, comme un show de catch sans trop de fulgurance hebdo de la WWE, et je dis pas ça en forcément que dans le mauvais sens, sauf que la WWE derrière, ils sont impeccables niveau vidéo, ils sont impeccables niveau régie, affichage, stats, machin, c'est une mécanique qui même a des sur décennies. La présentation est vieillotte et reste à on est d'accord. Reste à désirer, mais c'est carré. C'est carré, et le souci, voilà, la EW, elle y est pas. Ouais. Sans compter que tu faut rajouter derrière l'usure, même s'ils sont une fois toutes les 2 semaines, il faut rajouter la fatigue, les transports, etc. Parce qu'ils vont ils vont pas rester que dans une seule ville, non ? Ils vont bouger. Pour la EW, ils vont être dans une seule ville par show. C'est-à-dire que, par exemple, le premier show, c'est à Washington, et c'est toujours en live. Donc le deuxième show, c'est, je sais plus, à Philadelphie. Putain, ça sera etc., à chaque fois en live. Mais pour l'instant, ils font pas de house show, de show non télévisé. Ils vont faire que des shows hebdomadaires. Donc au niveau rythme, ça devrait le faire. Ok, ouais, mais je reste quand même, je t'avoue, un peu inquiet. Ouais. Je confiant, mais inquiet. Très bien. Bon, bah écoute, je pense qu'on aura fait un joli tour. Oui, tu avais encore... Juste un petit point bilan sur les 4 shows AEW. Tu le placerais où, lui ? All Out. C'est une bonne question. Je pense que le Double or Nothing reste globalement le premier, suivi de très près. Tu englobes All-In dedans ? Dans les 4 ? Englobons All-In. Avec All-In, ça ferait 5 ? Yes. All-In, je pense que je le mettrais à égalité, ça pourra surprendre, avec le partenariat CEO. Parce que je trouve que le partenariat avec CEO, il y avait un bon équilibre pour des univers qui étaient pas... était moins dense. Elle était moins dense, c'était... Voilà. Puis il y avait des matchs découvertes, quoi. Cody contre Darby Allin. Exactement, ils ont introduit Shima. Voilà, il y avait quand même une variété, les matchs n'étaient pas trop longs. Enfin, donc voilà, ce qui nous laisse du coup... Là, il reste quoi ? Il reste Fight for the Fallen, il reste et All Out. Ouais, peut-être ces deux-là ex-aequo en 3e, voir c'est dur ce que je vais dire, ça me fait mal à la tronche, mais vu le... Non, je pense que All Out reste dernier. Pourquoi ? Parce que finalement, le Fight for the Fallen, il y avait quand même quelques petits figurances et quelques trucs plutôt encourageants. Qui sont un peu encore retombés, et que les leçons n'ont pas été... Mais genre dernier, pas pour être dernier, mais se dire, voilà, là vous allez vraiment promettre de tenir l'idée que vous allez apprendre de vos erreurs. Parce que là, vous le tatanez depuis un moment, là c'est le moment. Vous allez passer en mode... C'est ce que disait Cody dans sa conférence pendant Starrcast, c'est que
il assume que ils vont faire des erreurs et ils vont les enchaîner. Ça, il n'y a pas de souci, on s'entend bien. Oui. Hein, Et qu'il a fait remarquer aussi que par exemple sur l'épisode du bibliothécaire, ils ont changé d'avis sur la question, etc. Donc ça montre que, ok, elle n'est pas parfaite l'équipe créative. Ils ont cet avantage-là, mais elle a du cœur. Ouais, et puis ils sont ok pour s'adapter, quoi. Ils sont pas bornés. Oui. Mais n'abusez pas de votre capital sympathie. C'est ça qu'on a envie de dire, parce que nous, on est un peu... Il est très élevé pour l'instant. Ouais. Mais moi, il s'est quand même modifié, contrairement au public là-bas. S'il propose pas un produit inédit, différent, travailler, ça c'est sûr. Mais au moins ces deux choses-là, surtout en plus maintenant qu'il va y avoir NXT en face, bon, ce sera un NXT différent parce que il y aura forcément Vince McMahon en pas train loin de parasiter tout ça. Ça va être chaud, hein, en vrai. Oui, ça l'est déjà et ça va l'être davantage. Bon, bah écoute, on verra. Rendez-vous courant octobre et puis on essaiera de faire le point avec vous. Comme d'habitude, avant de vous définitivement vous saluer, de vous donner bientôt rendez-vous, n'hésitez pas, comme d'hab, à nous faire donc des feedbacks. Là, on a eu quand même des émissions assez sympas, assez denses. On reprendra certainement les couvertures d'événements APC et compagnie. C'est vrai qu'on n'était pas spécialement revenu d'ailleurs sur le show APC Progress qui s'est passé. C'est bien aussi de profiter d'un show sans penser à la critique. Exactement. Mais c'était un bon petit show, on va dire. Ouais. C'est pas systématique, mais venez, n'hésitez pas à nous balancer vos opinions, de vos commentaires sur nos émissions en soi. N'hésitez pas à être curieux et curieuse aussi. Typiquement, l'émission sur le catch japonais, même si vous n'allez pas pour écouter en soi, on essaie vraiment de construire les émissions pour qu'elles soient, je dirais, même culturellement intéressantes. C'est-à-dire, ça fait un peu prétentieux dit comme ça, mais c'est l'idée de vous faire voyager sans forcément aller suivre la fédération de catch en soi, parce que c'est vrai que Raphaël et Laure nous parlaient de vachement d'anecdotes par rapport au pays. Voilà, c'est rigolo en soi, même si on va pas forcément suivre les fédérations en question. Et puis que c'est difficile objectivement de les suivre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de canaux. Ne serait-ce que pour un côté pratique, je trouve que c'était pas mal, parce que c'était vraiment chouette. Du budget, c'était pas forcément très pointu, mais au moins ça te donne une idée globale. Un guide du routard, comme j'ai dit, du catch japonais. Et puis en règle générale, voilà, nous on est prêts, notamment Félix sur son Twitter. Et oui, Twitter @PHELYKS_G. Voilà. Et puis moi-même, donc _Mehdi MEHDI. Félix en complément donc sur l'exception catchesque. .wordpress.com. Exactement. Et puis le The Alt, donc sur Facebook. Avec le groupe de toujours. Que des actus fun et décalés sur le catch non WWE. Donc typiquement, vous pourrez voir popper du Orange Cassidy de moins en moins, parce qu'il se mainstreamise un petit peu avec ce qu'on a vu. Et puis voilà, on en profite pour faire un coucou à l'ensemble de l'équipe Catchacast. Alors on va pas dire qu'il va y avoir une grosse pause, mais peut-être avoir un peu de flottement courant septembre, octobre, soit pour les reprises boulot, soit pour des congés, etc. Donc comme ça, on vous prévient que vous soyez pas trop surpris. On essaiera de garder sous le coude pour vous envoyer ça, que vous soyez pas trop en manque. Et puis surtout, n'oubliez pas que Catchacast, ça fait partie du grand groupe, de la grande famille des podcasts, et que vous avez plein d'émissions sur la culture pop, jeux vidéo, des podcasts d'impro, cinéma, et un voilà. empire. Donc allez-y. On vous dit à bientôt, on vous fait des bisous, et puis reprenez bien si c'est la reprise de boulot, reposez-vous bien si vous partez, et à plus, ciao. Se lo incontri gran paura fa, il suo volto ha la maschera tigre. Retrouvez Catchacast et bien d'autres émissions de Death Podcast sur Twitter @DeathPodcast, DEEZ, podcast au pluriel tout attaché, et Facebook à la page du même nom.